Bonjour à toutes, bonjour à tous. Prenez place, nous allons débuter nos travaux. Nous sommes à la rubrique déclaration des députés et sans plus tarder, je reconnais Monsieur le député de Jonquière. Merci, Monsieur le Président. Le titre de ma minute de député se nomme « Un grand bénévole de Jonquière ». Je dois l'avouer, Monsieur le Président, mon titre est trop modeste. Jonquière a le privilège d'avoir au service de sa communauté Monsieur Benoît Bergeron. Monsieur Bergeron a débuté son bénévolat dans la communauté aux alentours de la 6e année comme brigadier. On poursuit en 1976, présent pour les Jeux Jaco chez nous, le Grand Prix cycliste du Saguenay, administrateur pour les alcooliques anonymes, travaille chez Alcan, s'implique dans son milieu, devient travailleur naturel, 10 ans au Centre de prévention du suicide. Je l'ai croisé aux Jeux du Québec 2013, la Maison des soins palliatifs. Ce matin, on me disait qu'il vient d'atteindre son 400e don de sang. Surtout bénévole depuis 2007 au Centre d'action bénévole, où aujourd'hui, président. Monsieur le Président, c'est pas 1 minute que j'aurais eu besoin, c'est 30 minutes. Mais aujourd'hui, à l'Assemblée nationale, je suis fier de souligner le bénévolat de Monsieur Benoît Bergeron. Merci, Monsieur le député de Jonquière. La parole revient maintenant à Madame la députée de Westmount-Saint-Louis. Merci, Monsieur le Président. En ce mois de mai, je tiens à souligner le mois du patrimoine asiatique, une occasion précieuse de célébrer la contribution inestimable des communautés asiatiques à la culture québécoise, marquée par des siècles de tradition, d'histoire et de résilience. Le Québec se distingue par sa richesse et sa diversité culturelle. Depuis des générations, les communautés asiatiques ont joué un rôle essentiel dans l'essor de notre province, tant sur le plan culturel qu'économique, avec passion, innovation et dynamisme. Je suis particulièrement témoin de cette contribution dans mon propre comté de Westmount-Saint-Louis, où se trouve le quartier chinois de Montréal, un lieu riche d'histoire que nous avons à cœur de préserver. Le thème de cette année, l'unité dans sa diversité, les communautés asiatiques au cœur de l'identité canadienne, nous invite à honorer ces contributions et ouvrir l'ensemble la voie vers un avenir plus prospère, plus fort et plus uni. Je souhaite à toutes et à tous un excellent mois patrimoine asiatique. Happy Asian Heritage Month. Merci, Madame la députée de Westmount-Saint-Louis. Au tour maintenant de Monsieur le député d'Abitibi-Est. Monsieur le Président, cette année, la compétition cycliste du Tour de l'Abitibi ajoutera une 55e année à son histoire. D'un rêve jugé impossible, son fondateur, Léandre Normand, osa et la région de l'Abitibi verra le Tour débuter en 69. Suivra une reconnaissance internationale en 1981. Cette compétition junior de niveau international aura toujours su franchir les barrières pour se positionner comme l'unique étape cycliste junior en Amérique du Nord. Encore cette année, une nouveauté viendra innover le Tour en ajoutant un volet féminin à cette compétition cycliste. Un ajout qui fait la fierté de son comité organisateur. Avec le temps, le Tour de l'Abitibi aura été un tremplin pour plusieurs athlètes qui se sont par la suite démarqués dans les grands tours d'Europe, que l'on pense aux Québécois David Veilleux ou Hugo Hull, aux Canadiens Steve Bauer ou Alex Tida, ou encore aux internationaux Bobby Julich et Laurent Jalbert. Participer au Tour permet à des jeunes Québécois de côtoyer le niveau international et d'être partie prenante d'une compétition de 7 jours intensive aux multiples défis, tant sur le dépassement de soi que sur les enjeux collectifs au sein d'une équipe. Longue vie au Tour de l'Abitibi. Merci, Monsieur le député d'Abitibi-Est. Et je cède maintenant la parole à Madame la députée de Verdun. Merci, Monsieur le Président. Le 1er juillet approche et la détresse des locataires est à son comble. À Verdun, je vois des familles, des aînés, des étudiants, des travailleurs rongés par le stress de trouver un logement adéquat rapidement. Pendant ces temps, les prix affichés pour des 3,5 à Verdun atteignent les 2 000 $ par mois. Une mère m'a confié craindre de perdre la garde de ses enfants, faute de pouvoir se loger dignement malgré ses 40 heures de travail par semaine. Les loyers augmentent plus vite que les salaires, poussant même les gens qui travaillent de plus en plus à la rue, et c'est inacceptable. Le milieu communautaire, tout comme mon bureau, fait l'impossible, mais nos groupes ne peuvent pas tout porter seuls. La crise du logement, c'est le résultat des choix politiques qui sont faits ici par la CAQ. Alors, c'est urgent de changer de cap, de choisir les gens, de financer les logements sociaux convenablement, d'encadrer la hausse des loyers, et c'est rendu une question de dignité humaine. Merci beaucoup. Merci, Madame la députée de Verdun. Et je reconnais maintenant Monsieur le député de Joliette.
Merci, Monsieur le Président. C'est avec grande fierté que je souhaite souligner aujourd'hui la contribution exceptionnelle d'un homme dont la passion et la générosité n'ont d'égal que son grand dévouement envers notre communauté. En effet, Monsieur le Président, Monsieur Marcel Landry, fondateur de Médifice, s'implique et s'investit depuis toujours dans notre belle région. Entrepreneur en construction de renom, il aura su faire de son entreprise une référence en termes de construction spécialisée dans le milieu de la santé. Grand philanthrope, M. Landry s'implique depuis plusieurs années auprès de la Fondation Berlingot, dont la mission est d'offrir de l'aide alimentaire aux enfants du Québec. Plus récemment, M. Landry s'est impliqué dans la construction d'un tout nouveau pavillon de soins palliatifs qui ouvrira ses portes au cours de l'été 2025. Un projet de 8 millions de dollars qui, sans l'apport personnel de M. Landry, n'aurait jamais vu le jour. Monsieur le Président, l'importance de la contribution de M. Landry est sans équivoque. Les faits parlent d'eux-mêmes et témoignent d'une manière éloquente de sa générosité, de son audace et de sa très grande détermination. Merci pour tout, M. Landry. Merci, Monsieur le député de Joliette. La parole revient maintenant à Madame la députée de Robert-Baldwin. Merci, Monsieur le Président. Aujourd'hui, je souligne avec fierté le 25e anniversaire du Centre de famille SNAP de l'Ouest de l'île, un pilier communautaire qui, depuis 1989, accompagne les enfants et leurs familles avec humanité, rigueur et engagement. Le Centre offre des services de prévention, de soutien psychosocial et de développement familial à une population aussi diverse que résiliente. Je tiens à saluer tout particulièrement le programme SNAP, Stop Now and Plan, qui aide les jeunes à mieux gérer leurs émotions et à faire des choix éclairés lorsqu'ils sont confrontés à des comportements à risque. Ce travail change des vies. Il soutient non seulement le développement éducatif des enfants, mais aussi la stabilité et la force des familles. Merci à toute l'équipe du Centre, à sa directrice générale, Mme Debra Saint-Martin, ainsi qu'aux partenaires bénévoles et familles qui contribuent sans relâche à cette mission essentielle. Votre impact est profond et durable. Merci. Merci, Madame la députée de Robert-Baldwin. Et la parole revient maintenant à Monsieur le député de René Lévesque. Monsieur le Président, je souligne aujourd'hui les 50 ans de l'Association régionale de loisirs pour personnes handicapées de la Côte-Nord. Je salue d'ailleurs la présence ce matin de sa directrice générale, Mme Céline Archambault. Depuis un demi-siècle, l'association facilite l'accès aux loisirs et au sport pour les personnes vivant avec un handicap, tout en valorisant leur droit à des services de qualité, à l'expression et à l'autonomie. C'est grâce à cette mission qu'on bâtit ensemble une communauté plus humaine, plus inclusive. Récemment, l'association a participé à présenter la toute première édition du festival Un talent passé différent, un événement culturel dédié aux personnes ayant des besoins particuliers. La mise en lumière de la différence est inestimable. À l'approche de la Semaine québécoise des personnes handicapées, je tiens à dire merci à l'association pour son engagement exemplaire envers l'inclusion et le mieux-être de notre région. Merci. Merci, Monsieur le député de René Lévesque. Et la parole revient maintenant à Madame la députée de Bertrand. Merci, Monsieur le Président. Alors aujourd'hui, je vous parle de l'École hôtelière des Laurentides qui contribue au développement du tourisme et à l'économie régionale des Laurentides. Depuis 1983, cette institution, située à Sainte-Adèle, s'est forgée une réputation d'excellence jusqu'à l'international. Les programmes en hôtellerie, en restauration et en alimentation ont contribué à la formation de grands noms, notamment en sommellerie, en pâtisserie et en cuisine du terroir. Évidemment, la renommée de l'école est fondamentalement reliée à la passion et au talent de ses professeurs et des membres de son personnel. On peut penser à Chef Boily, Chef Wittig, Chef Normandin, la sommelière Sophie Allaire ou encore à Madame Laliberté, qui est un pilier de l'organisation. Donc, à ceux et celles qui façonnent le succès de l'École hôtelière des Laurentides, je vous félicite chaleureusement et je vous remercie de votre engagement aujourd'hui envers les professionnels de la scène culinaire de demain. Merci, Monsieur le Président. Merci, Madame la députée de Bertrand. Et je reconnais maintenant Madame la députée de Pointe-aux-Trembles. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Je suis très heureuse de souligner aujourd'hui
le remarquable accomplissement d'une jeune femme de ma circonscription, Geneviève McSween, qui est présente dans nos tribunes. Le 18 mai dernier, elle a été élue Miss Canada 2025. Ce titre va bien au-delà de simples concours de beauté. Il reconnaît l'attitude, la personnalité et l'engagement exceptionnel de Geneviève. Ancienne adjudant-maître chez les cadets 2908 Beauvoir, médaillée de la Légion royale canadienne et récipiendaire du prix Or international du Duc d'Édimbourg, Geneviève est une jeune femme exceptionnelle et remarquable. Persévérante et toujours impliquée dans sa communauté, elle a choisi d'exercer le métier de paramédic où elle porte secours au quotidien à nos concitoyens et elle sauve des vies. Elle incarne une jeunesse audacieuse, inspirante et courageuse. Ce couronnement Miss Canada marque le début d'un parcours très prometteur. Au nom de toute la communauté de Pointe-aux-Trembles, en mon nom personnel, je te souhaite, Geneviève, non seulement une année mémorable, mais une vie riche en rencontres et en rêves réalisés. Félicitations, Geneviève McSween, Miss Canada 2025. Merci, Madame la députée de Pointe-aux-Trembles. Félicitations à vous, Madame. J'en profite pour rappeler aux collègues que les déclarations sont d'une durée d'1 minute maximum. Merci. Alors, je reconnais maintenant Madame la députée de La Prairie. Ah, c'est Monsieur le député de La Prairie. Excusez-moi, Monsieur le député. Aucun problème, Monsieur le Président. Et vous allez voir pourquoi je vous dis que je vais faire vite. Vite. Pourquoi? Parce que le mois de juin, Monsieur le Président, c'est le mois de la sensibilisation aux AVC. Plus de 208 000 personnes vivent avec les séquelles d'un AVC au Québec. Et en reconnaissant les signes d'un AVC, vous pouvez sauver la vie d'un proche. Le temps de réaction est très précieux. Il faut donc faire vite. Si vous présentez les signes ou que vous êtes témoin chez une personne, composez immédiatement le 911 et votre numéro local d'urgence. Votre geste peut faire une différence entre la vie et la mort ou entre un bon rétablissement et une incapacité de longue durée. Je tiens à saluer les gens de Cœur et AVC qui sont dans les tribunes aujourd'hui et je les remercie sincèrement pour leur engagement. Voyez-vous, j'ai fait vite. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le député de La Prairie, en espérant que votre message sera largement relayé. C'est un message important. Merci à vous. Prochaine déclaration. Je reconnais Monsieur le député de Masson. Monsieur le Président, aujourd'hui, je tiens à souligner les 40 ans du Club optimiste Le Plateau de Mascouche, un pilier de notre communauté, et ça depuis l'automne 84. Et donc, le club voit le jour grâce à l'initiative de 35 citoyens impliqués et animés par le désir d'avoir un impact positif sur la jeunesse. Ensemble, ces membres portent une voix forte, soit celle d'un monde où chaque enfant peut s'épanouir pleinement, guidé par la bienveillance et l'entraide. Au fil des années, ils ont organisé plusieurs activités marquantes comme le carnaval d'hiver, des ateliers de cuisine ou l'art oratoire, autant d'occasions de développer l'estime personnelle chez nos jeunes. Et pour ma part, je garde en mémoire un moment festif et inoubliable. Je parle ici de la distribution de bonbons d'Halloween. Et en terminant, bien, je salue les représentants de l'organisme dans nos tribunes, Mesdames Linda Hidon, Pauline Fauché, Nathalie Boulet, Rodrigue Côté et Lise Gagnon. Merci pour votre engagement envers la jeunesse. Merci, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le député de Masson. La parole revient maintenant à Monsieur le député de Papineau. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Je souhaite souligner l'apport extraordinaire d'un organisme de ma circonscription qui, depuis 11 ans, permet aux gens en fin de vie de vivre leurs derniers moments dans la dignité et la tranquillité d'un endroit unique. Né du rêve et de la détermination sans bornes de Manon Cardinal, une infirmière de carrière, la résidence Le Monarque a ouvert ses portes en 2014 à Montebello au terme de nombreuses années d'efforts. Rapidement, la maison a fait sa place dans le paysage de la petite nation, si bien que le besoin de prendre de l'expansion pour répondre à la demande sans cesse croissante s'est rapidement fait sentir. Le lancement d'une campagne de financement a permis d'amasser l'impressionnante somme de 4 millions de dollars et donc lancer la construction d'une vaste résidence
dans un décor apaisant au sein de la petite municipalité de Plaisance. Et depuis son ouverture en 2023, Manon Cardinal dirige une équipe formidable d'une vingtaine de personnes qui a la main sur le cœur. Ainsi, à Mme Cardinal et à ses collègues, au nom des résidents de Papineau et de l'Outaouais, je vous dis un grand merci. Merci, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le député de Papineau. Alors, voilà qui met fin à la rubrique Déclaration des députés. Je remercie vous, collègues, pour vos déclarations et nous allons suspendre les travaux quelques instants. Mesdames, Messieurs, bienvenue, bienvenue. Le Parlement du Québec, c'est chez vous. Mesdames, Messieurs les députés, nous allons le recueillir quelques instants. Bonsoir. Alors, nous poursuivons les affaires courantes. Aujourd'hui, il n'y a pas de déclaration ministérielle. À la rubrique « Présentation de projet de loi », Monsieur le leader du gouvernement. Oui, Madame la Présidente, je vous demande d'appeler l'article A du feuilleton, s'il vous plaît. À l'article A du feuilleton, Madame la ministre des Relations internationales et de la francophonie présente le projet de loi numéro 110. Loi concernant l'Office franco-québécois pour la jeunesse et l'Office Québec-Monde pour la jeunesse. Madame la ministre. Merci, Madame la Présidente. Ce projet de loi vise à intégrer au sein du ministère des Relations internationales et de la francophonie les activités de l'Office Québec-Monde pour la jeunesse. De plus, il revoit l'organisation interne de l'Office franco-québécois pour la jeunesse et prévoit que le ministre des Relations internationales et de la francophonie mette en œuvre les programmes de la section québécoise de cet office. Le projet de loi prévoit que les employés actuels de l'Office Québec-Monde pour la jeunesse et de la section québécoise de l'Office franco-québécois pour la jeunesse deviennent des employés du ministère des Relations internationales et de la francophonie, sauf ceux qui exercent des fonctions de conseiller en communication, qui deviennent des employés du ministère du Conseil exécutif. Enfin, le projet de loi comporte d'autres dispositions transitoires et finales. Merci, Madame la Présidente. Et pour celles et ceux qui nous écoutent à cette étape-ci, les députés ont le droit d'applaudir. Et je reconnais maintenant Monsieur le leader de l'opposition officielle. Madame la Présidente, nous allons prendre connaissance de ce projet de loi et on se réserve le droit de demander des consultations particulières. Merci, Madame la Présidente. Est-ce que l'Assemblée accepte d'être saisie de ce projet de loi adopté? À la rubrique dépôt de documents, Madame la ministre des Ressources naturelles et des Forêts. Merci, Madame la Présidente. Permettez-moi de déposer les rapports annuels 2019-2023 de la Société de développement de la baie James et le rapport annuel intérimaire 2024 de la Société de développement de la baie James. Merci. Ces documents sont déposés. À la rubrique dépôt de rapports de commission, Monsieur le vice-président de la Commission de l'administration publique et député de Portneuf. Madame la Présidente, je dépose le rapport sur l'imputabilité du printemps 2025 de la Commission de l'administration publique donnant suite aux auditions des sous-ministres et des dirigeants d'organismes publics sur leur gestion administrative. La Commission a procédé à l'audition suivante. Le 26 mai 2025, audition du ministère de la Santé et des Services sociaux, du CIS de la Montérégie Centre et des CIUS de l'Estrie-Chius et de l'ouest de l'île de Montréal sur le chapitre 2 du rapport de mai 2023 du vérificateur général intitulé « Octroi de contrat de gré à gré » en vertu du décret d'urgence sanitaire ou pour obtenir des places d'hébergement et de la main-d'œuvre indépendante. La Commission s'est également réunie en séance le 26 mai 2025. Ce rapport contient une recommandation. Et ce rapport est déposé, Monsieur le Président de la Commission de l'aménagement du territoire et député de Drummond-Bois-Franc.
Merci, Madame la Présidente. Alors, je dépose le rapport de la Commission de l'aménagement du territoire qui, le 28 mai 2025, a procédé à l'audition des intéressés et à l'étude détaillée des projets de loi d'intérêt privé suivants. Projet de loi 215, loi concernant la municipalité de Saint-Silver. La Commission a adopté le texte de ce projet de loi sans amendement. Projet de loi numéro 216, loi concernant la ville de Longueuil. La Commission a adopté le texte de ce projet de loi sans amendement. Et enfin, le projet de loi numéro 219, loi concernant la dissolution de l'Agence de développement de Fermeneuve. La Commission a adopté le texte de ce projet de loi sans amendement. Ces rapports sont-ils adoptés? Adoptés. Monsieur le Président de la Commission des finances publiques et député de Montmorency. Oui, Madame la Présidente, je dépose le rapport très attendu de la Commission des finances publiques qui, les 27 et 28 mai 2025, a vaillamment procédé à l'étude détaillée du projet de loi 92, loi modifiant diverses dispositions, principalement dans le secteur financier. Et sachez que la Commission a adopté le texte du projet de loi avec des amendements. Ce rapport est déposé. Monsieur le Président de la Commission des institutions et député de Richmond. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Je dépose les rapports de la Commission des institutions qui, le 28 mai 2025, a procédé à l'étude détaillée des projets de loi suivants. Projet de loi numéro 795, loi remplaçant le nom de la circonscription électorale de Laporte par celui de Pierre-Laporte. La Commission a adopté le texte de ce projet de loi sans amendement. Projet de loi numéro 797, loi remplaçant le nom de la circonscription électorale de Rivière-du-Loup-Témiscouata par celui de Rivière-du-Loup-Témiscouata, les Basques. La Commission a adopté le texte de ce projet de loi sans amendement. Également, le projet de loi numéro 890, loi remplaçant le nom de la circonscription électorale de Vimont par celui de Vimont-Auteuil. La Commission a adopté le texte de ce projet de loi sans amendement. Également, le projet de loi numéro 996, loi remplaçant le nom de la circonscription électorale d'Arthabasca par celui d'Arthabasca-l'Érable. La Commission a adopté le texte de ce projet de loi sans amendement. Et enfin, et non le moindre, projet de loi numéro 395, loi remplaçant le nom de la circonscription électorale de Matane-Matapédia par Matane-Matapédia-Métis. La Commission a adopté le texte de ce projet de loi avec un amendement. Merci. Bravo. Et ces rapports sont déposés. Madame la Présidente de la Commission des relations avec les citoyens et député des Plaines. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Alors, je dépose avec joie le rapport de la Commission des relations avec les citoyens qui, les 21, 22, 27 et 28 mai 2025, a procédé à l'étude détaillée du projet de loi numéro 95, loi favorisant l'équité dans l'accès aux services de garde éducatifs à l'enfance subventionnés dispensés par les titulaires de permis. La Commission a adopté le texte du projet de loi avec des amendements. Ce rapport est déposé. Madame la Présidente de la Commission spéciale sur les impacts des écrans et des réseaux sociaux sur la santé et le développement des jeunes et députée de Rivière-du-Loup-Témiscouata. Merci, Madame la Présidente. C'est avec une grande fierté et le sentiment du devoir accompli envers notre belle jeunesse que je dépose le rapport de la Commission spéciale et sur les impacts des écrans et des réseaux sociaux sur la santé et le développement des jeunes qui, les 12, 16, 17, 18, 19, 24 et 26 septembre 2024, ainsi que les 30, 31 janvier et les 3, 4 et 5 février 2025, a tenu des auditions publiques dans le cadre des consultations particulières sur les impacts des écrans et des réseaux sociaux sur la santé et le développement des jeunes. La Commission s'est également réunie à 30 reprises en séance de travail. Ce rapport contient 56 recommandations, Madame la Présidente. Merci.
ceux qui nous écoutent, vous aurez compris qu'il s'agit le rapport d'un travail qui a été fait de façon collégiale avec tous les collègues de tous les partis. Et pour ma part, je dépose le rapport de la Commission de l'Assemblée nationale qui, les 21 et 28 mai 2025, s'est réunie en séance de travail concernant son enquête découlant de la motion présentée par le leader parlementaire de l'opposition officielle et député de Néligan en vertu des articles 315 à 321 du règlement portant sur l'omission du dépôt dans les délais prescrits du rapport annuel de gestion 2023 de la Société de l'assurance automobile du Québec. Ce rapport contient une recommandation. Je dépose également la décision de la présidence rendue en privé concernant la procédure suivant l'inscription d'une motion en vertu des articles 315 et suivants du règlement relativement à la motion inscrite au feuilleton le 29 janvier 2025 par le leader de l'opposition officielle au sujet de l'omission de la ministre des Transports et de la Mobilité durable de déposer dans les délais prescrits le rapport annuel de gestion 2023 de la Société de l'assurance automobile du Québec. À la rubrique dépôt de pétition, Madame la députée de Mercier, la parole est à vous. Merci, Madame la Présidente. Je dépose l'extrait d'une pétition adressée à l'Assemblée nationale signée par 647 pétitionnaires, désignation citoyens et citoyennes du Québec. Les faits invoqués sont les suivants. Considérant que plus de 250 000 mères célibataires ou filles-mères ont été marginalisées au Québec en raison de la naissance de leurs enfants considérés comme illégitimes au 20e siècle, considérant que des milliers de filles-mères ont été forcées de donner leur bébé en adoption, considérant que l'hôpital de la Miséricorde était une maternité destinée aux filles-mères et à leurs enfants en opération de 1853 à 1973, considérant que le rapport du comité sénatorial « Honte à nous » recommande des excuses officielles de l'État et des réparations destinées aux mères et aux enfants ayant été victimes d'adoptions forcées, considérant que les filles-mères et leurs enfants ont des séquelles de cet épisode sombre de notre histoire, pouvant comprendre, entre autres, des symptômes dépressifs, des troubles anxieux, des problèmes d'abandon et d'attachement et un sentiment de perte d'identité. Considérant que les Sœurs de la Miséricorde souhaitent que l'hôpital de la Miséricorde serve à des fins humanitaires et sociales, et l'intervention réclamée se résume ainsi. Nous, signataires, demandons au gouvernement du Québec de présenter des excuses officielles aux filles-mères et à leurs enfants pour la discrimination et les adoptions forcées institutionnalisées, financer la recherche sur les filles-mères québécoises et leurs descendantes, contribuer à la création d'un musée sur le site de l'hôpital de la Miséricorde afin d'honorer cette mémoire, soutenir financièrement les organismes offrant de l'aide et du soutien psychologique aux filles-mères et à leurs enfants, garantir l'accès à la totalité des dossiers médicaux de ces enfants précédant leur adoption. Je certifie que cet extrait est conforme à l'original de la pétition. Merci beaucoup. Et cet extrait de pétition est déposé. Il n'y a pas de réponse orale aux pétitions ni d'intervention portant sur une violation de droit ou de privilèges. Je vous avise qu'après la période des questions et réponses orales sera tenu le vote reporté sur l'adoption du projet de loi numéro 89. Je vous invite à demeurer en place pour la tenue du vote reporté. Et pour ce faire, je cède la place au troisième vice-président de l'Assemblée nationale. Bonne fin de journée, tout le monde. Merci. Monsieur. Alors, bonjour, collègues. Comme annoncé précédemment, nous allons maintenant procéder au vote reporté sur la motion de Monsieur le ministre du Travail, proposant que le projet de loi numéro 89, loi visant à considérer davantage les besoins de la population en cas de grève ou de lock-out, soit adopté. Le vote est maintenant ouvert. La période de vote est terminée. Monsieur le secrétaire général. Pour 94, contre 17, aucune abstention.
La motion est donc adoptée. En conséquence, le projet de loi numéro 89, loi visant à considérer davantage les besoins de la population en cas de grève ou de lock-out, est adopté. Nous sommes maintenant rendus. S'il vous plaît, collègues, je vous demanderai votre attention, s'il vous plaît. Merci de m'accorder votre attention. Nous sommes à la rubrique des motions sans préavis et je reconnais un membre du groupe formant l'opposition officielle, Monsieur le député de Jacques-Cartier. Et je souhaite le Premier ministre une bonne chance à Saskatoon, sincèrement. Je sollicite le consentement de cette Assemblée afin de présenter la motion suivante, conjointement avec le ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie et le député de Vaudreuil. Que l'Assemblée nationale prenne acte de l'intérêt évoqué par le Premier ministre du Canada afin de lancer un corridor énergétique à travers le pays, qu'elle réitère que seul l'État du Québec peut décider sur les projets de production et de transport d'énergie sur son territoire, qu'elle invite le gouvernement fédéral à développer une vision énergétique lui permettant de venir en aide à des projets de distribution d'énergie renouvelable, notamment l'hydroélectricité, l'énergie éolienne et solaire. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Y a-t-il consentement pour débattre de cette motion? Il y a consentement sans débat. Il y a consentement sans débat, Monsieur le leader de l'opposition officielle. Je vous demande, s'il vous plaît, un appel par vote électronique, s'il vous plaît. Un vote électronique a été demandé. La période de vote est ouverte. La période de vote est terminée, Monsieur le secrétaire général. Pour 108, contre aucun, une abstention. Cette motion est donc adoptée, Monsieur le leader de l'opposition officielle. Président, avec votre permission, j'aimerais qu'une copie de cette motion soit envoyée au Premier ministre du Canada, M. Mark Carney, et au ministre fédéral de l'Énergie et des Ressources naturelles, M. Tim Hodson. Merci. Ce sera fait, Monsieur le leader. Nous sommes maintenant rendus à la prochaine motion qui revient au deuxième groupe d'opposition. Et je reconnais, Monsieur le député d'Hochelaga Maisonneuve. Merci, Monsieur le Président. Avant de lire la motion, j'aimerais saluer dans les gradins les brigadiers et brigadières qui sont avec nous aujourd'hui. Nous proviennent de Gatineau, Montréal, Québec, Lévis, la Rive-Sud de Montréal, Sherbrooke et Trois-Rivières. Plusieurs années d'expérience. J'ai même discuté avec une d'elles tantôt qui avait 28 ans de service, Monsieur le Président. Alors, je sollicite le consentement de cette Assemblée pour présenter la motion suivante, conjointement avec la ministre des Transports et de la Mobilité durable, la députée de Bourassa-Sauvé et la députée de Vaudreuil. Que l'Assemblée nationale souligne le travail essentiel des brigadiers et brigadières scolaires pour assurer la sécurité des enfants et favoriser des trajets actifs et sécuritaires vers l'école. Qu'elle reconnaisse leur rôle crucial dans la prévention des accidents, le rappel des règles de sécurité routière et l'instauration d'un climat de confiance et de respect aux abords des établissements scolaires. Qu'elle rende hommage à leur engagement quotidien par tous les temps à veiller à la sécurité des enfants avec un professionnalisme et un dévouement exemplaire. Qu'enfin, l'Assemblée nationale demande au gouvernement du Québec d'instaurer une semaine nationale de reconnaissance des brigadiers et brigadières scolaires du Québec lors de la dernière semaine d'octobre afin de donner l'opportunité à tous les Québécois et Québécoises de montrer leur soutien à leurs brigadiers et brigadières scolaires. Merci beaucoup. Y a-t-il consentement pour débattre de cette motion? Oui, bien sûr, Monsieur le Président. Il y a consentement sans débat. Un vote électronique a été demandé. La période de vote est ouverte.
La période de vote est terminée, Monsieur le secrétaire général. Pour 109, contre aucun, aucune abstention. Cette motion est donc adoptée. Monsieur le leader du deuxième groupe d'opposition. Merci, Monsieur le Président. Est-ce qu'une copie de cette motion peut être envoyée au Syndicat canadien de la fonction publique et la Confédération des syndicats nationaux, s'il vous plaît? Ce sera fait, Monsieur le leader. La prochaine motion revient au troisième groupe d'opposition. Et je reconnais Madame la députée de Terrebonne. Merci, Monsieur le Président. Je sollicite le consentement des membres de cette Assemblée afin de présenter, conjointement avec la députée de Robert Baldwin et la députée de Vaudreuil, la motion suivante. Que l'Assemblée nationale prenne acte des profonds bouleversements qui touchent l'environnement dans lequel les entreprises télévisuelles et médiatiques traditionnelles évoluent aujourd'hui. Qu'elle rappelle que, depuis 2023, les entreprises médiatiques québécoises ont déjà été contraintes d'abolir des centaines de postes à travers le Québec. Qu'elle réaffirme le rôle fondamental des chaînes télévisées privées, non seulement comme vecteurs de la langue française et de la culture québécoise, comme source essentielle d'information et de vie démocratique, mais aussi en tant qu'industrie garante d'un nombre important d'emplois au Québec. Enfin, qu'elle demande au gouvernement d'agir pour leur pérennité, notamment en élargissant le crédit d'impôt destiné à la presse écrite afin qu'il s'applique à l'ensemble de la main-d'œuvre journalistique, quel que soit leur support, que ce soit à la télévision, à la radio ou sur les plateformes numériques. Y a-t-il consentement pour débattre de cette motion? Pas de consentement, Monsieur le Président. Il n'y a pas de consentement. Nous allons à la prochaine motion qui revient au gouvernement. Et je reconnais Monsieur le ministre de la Justice. Oui, merci, Monsieur le Président. Je sollicite le consentement de cette Assemblée afin de présenter la motion suivante. Que l'Assemblée nationale se souvienne de la réforme majeure du droit de la famille entreprise depuis 2021, ainsi que des avancées réalisées pour placer l'intérêt de l'enfant au centre du droit de la famille. Qu'elle souligne qu'il n'y a aucune limite au nombre de personnes pouvant jouer un rôle significatif dans la vie d'un enfant, mais que seulement 2 parents légaux peuvent être reconnus et qu'il est souhaitable qu'il en demeure ainsi. Enfin, qu'elle rappelle qu'il revient à l'Assemblée nationale de définir les fondements du droit de la famille en tenant compte des valeurs propres et de la tradition civiliste au Québec. Merci, monsieur. Y a-t-il consentement pour débattre de cette motion? Les woke. Pas de consentement. Ce qui... Merci. À la rubrique des avis des travaux touchant les commissions, Monsieur le leader adjoint du gouvernement. Oui, merci beaucoup, Monsieur le Président. Et donc, j'invite cette Assemblée que la Commission de l'agriculture, des pêcheries, de l'énergie et des ressources naturelles va poursuivre l'étude détaillée du projet de loi 69, la loi assurant la gouvernance responsable des ressources énergétiques et modifiant diverses dispositions législatives aujourd'hui. S'il vous plaît, collègues, je vous invite à quitter cette enceinte si vous avez à la quitter. Mais en toute discrétion, s'il vous plaît. Les travaux sont encore en cours. Monsieur le leader adjoint du gouvernement. Merci, Monsieur le Président. Et donc, aujourd'hui, après les affaires courantes jusqu'à 13 h, de 14 h à 18 h et de 19 h à 21 h à la salle Marie-Claire Kirkland. Ensuite, la Commission des finances publiques va entreprendre l'étude détaillée du projet de loi 100, la loi sur la négociation et la détermination des conditions de travail requérant une coordination nationale, notamment dans les secteurs publics et parapublics, aujourd'hui après les affaires courantes, jusqu'à 13 h, de 14 h à 18 h et de 19 h à 21 h à la salle Louis-Joseph Papineau. La Commission de la santé et des services sociaux va poursuivre les consultations particulières et les auditions publiques sur le projet de loi 106, la loi visant principalement à instaurer la responsabilité collective et l'imputabilité des médecins quant à l'amélioration de l'accès aux services médicaux, aujourd'hui après les avis touchant les travaux des commissions jusqu'à 12h50 à la salle Pauline Marois. La Commission de l'économie et du travail va entreprendre les consultations particulières et les auditions publiques sur le projet de loi 101, la loi visant l'amélioration de certaines lois du travail, aujourd'hui après les avis touchant les travaux des commissions jusqu'à 13h05, de 14 h à 18h05 et de 19 h à 20h35 à la salle Louis-Hippolyte Lafontaine. La Commission de l'aménagement du territoire va entreprendre les consultations particulières et les auditions publiques du projet de loi 97, la loi visant principalement à moderniser le régime forestier, de 14 h à 18h20 et de 19 h à 20h35 à la salle Pauline Marois. Merci, Monsieur le leader adjoint du gouvernement.
Y a-t-il consentement pour déroger à l'article 143.1 du règlement concernant l'horaire des travaux des commissions? Consentement. La période des affaires courantes étant terminée, nous allons maintenant passer aux affaires du jour. Monsieur le leader adjoint du gouvernement. Oui, merci beaucoup, Monsieur le Président. Je vous demanderai de bien vouloir appeler l'article 17 du feuilleton. À l'article 17 du feuilleton, Monsieur le ministre responsable des institutions démocratiques propose l'adoption du projet de loi numéro 98, loi modifiant la loi électorale, principalement afin de préserver l'intégrité du processus électoral. Je reconnais Monsieur le ministre responsable des institutions démocratiques. Merci bien, Monsieur le Président. Ça me fait plaisir d'intervenir aujourd'hui pour le projet de loi modifiant la loi électorale, principalement afin de préserver l'intégrité du processus électoral. Ce projet de loi propose de nombreuses améliorations à notre loi électorale et d'emblée, je veux souligner la collaboration exceptionnelle des oppositions, particulièrement de l'opposition officielle. Tout le long des travaux, on a travaillé en amont, réellement, de manière inter- ou transpartisane, depuis plusieurs mois, je veux même dire depuis plus qu'une année, à travers des comités et des gens qui travaillent dans nos formations politiques respectives, avec l'ensemble des formations politiques. Mais ensuite, le travail s'est intensifié avec les caucus, avec mon collègue, le leader, que je veux saluer. Quand on modifie la loi électorale, on doit le faire avec beaucoup de prudence, beaucoup de diligence, parce qu'on touche à notre démocratie, qui est extrêmement précieuse. La démocratie, ce n'est pas l'affaire des élus. La démocratie, c'est l'affaire du peuple. C'est l'affaire de la nation québécoise. Donc, et elle est précieuse, notre démocratie. Notre modèle de démocratie est toujours en évolution. Bien sûr, on a un modèle qui est bien connu, mais les gens ne sont pas nécessairement conscients du fait qu'assez régulièrement, on apporte des ajustements, des corrections pour s'assurer d'être à jour, pour faciliter la participation électorale des Québécois. Donc, les modifications qu'on apporte sont beaucoup des adaptations aux nouveaux défis, aux nouvelles réalités qui sont les nôtres aujourd'hui en 2025 et depuis quelques années. On le voit en faisant des revues internationales, en regardant ce qui se passe dans d'autres États, surtout des pays de l'OCDE, mais aussi dans d'autres provinces à travers le Canada. Il y a des enjeux, il y a des menaces à la démocratie, il y a des gens qui tentent d'induire les électeurs en erreur, qui leur mentent carrément. Il y a des gens qui tentent d'influencer, des étrangers, on appelle ça l'ingérence étrangère, qui tentent de s'infiltrer pour des raisons malveillantes dans les processus électoraux. Et c'est pour ça, notamment, qu'on doit moderniser notre loi électorale. Donc, notre loi arrive avec des mesures importantes. On crée carrément un chapitre nouveau. On vient modifier une loi existante, mais on ajoute un chapitre totalement nouveau qui n'existait pas, qui est ce chapitre pour prévenir et contrer la désinformation, prévenir et contrer l'ingérence étrangère dans notre processus électoral. C'est important de le mentionner. Ça n'a pas de sens que des gens diffusent des informations qu'ils savent fausses dans l'objectif d'induire les gens en erreur, puis dans l'objectif de nuire au processus électoral. Voilà ce que nous voulons bannir comme procédé, comme intention. D'aucune manière, il s'agit de brimer la liberté d'expression des Québécoises et des Québécois. On vient renforcer aussi la protection des renseignements personnels. Puis on le sait aujourd'hui, avec l'avènement du numérique et des avantages, des gains d'efficacité qu'on a, viennent aussi les périls, c'est-à-dire des gens qui tentent par tous les moyens de s'approprier des informations pour ensuite faire ce qu'on appelle des vols d'identité. Donc, on vient renforcer dans notre loi électorale des mécanismes de protection des renseignements personnels en faisant appel à notre institution, la Commission d'accès à l'information notamment. On vient ajouter et renforcer aussi la transparence. La transparence
ce n'est pas le bannissement, c'est d'aucune manière une atteinte à la liberté d'expression. La transparence, c'est une question de respect aussi pour les Québécoises et les Québécois. Il y a des gens qui ont le droit de vouloir s'exprimer, qui ont le droit de vouloir influencer les Québécois. Bien sûr qu'ils ont le droit, que ce soit des organisations, que ce soit des citoyens. Il faut préserver ce droit-là. Mais les Québécois doivent savoir qui tente de les influencer. Et on vient ici clarifier les choses, clarifier les règles dans ce qu'on appelle la période préélectorale, en ajoutant de la transparence sans encadrer les droits et sans empêcher quiconque de s'exprimer. C'est important de le préciser. Donc, la notion de transparence, la notion de protection contre l'ingérence étrangère et la notion de protection contre la désinformation sont des éléments qui sont au cœur de la pièce législative qu'on a étudiée. Et je vous rappelle aussi qu'il y a des éléments qui sont plus techniques, mais qui sont importants, parce qu'on vient optimiser le processus électoral, beaucoup d'ailleurs en intégrant des propositions, des suggestions du directeur général des élections qui, tout le long du processus, nous a guidés, appuyés et soutenus. Et on vient aussi favoriser la participation citoyenne, parce que, disons-le, le processus électoral, c'est un processus où on doit mettre le citoyen au cœur de nos préoccupations, puisqu'en réalité, c'est lui qui doit décider à la fin, à la lumière d'informations sensibles, d'informations validées et vérifiées. On doit toujours s'assurer de protéger le citoyen, de faciliter l'exercice du droit de vote. Et je pense, Monsieur le Président, que la manière dont nous avons travaillé tous ensemble ici est de nature à renforcer la confiance des citoyens dans notre processus électoral. Pardonnez-moi, Monsieur le ministre, je veux m'assurer que Madame la ministre, ça va bien? D'accord. J'ai terminé, de toute façon, Monsieur le Président. Je vous remercie. Excellent. D'accord, parfait. Merci. Merci, Monsieur le ministre. Est-ce qu'on peut suspendre... On suspend, s'il vous plaît. On suspend les travaux. Alors, nous allons poursuivre nos travaux avec ce débat sur l'adoption du projet de loi numéro 98. Et je reconnais, Monsieur le leader de l'opposition officielle. Merci, Monsieur le Président. J'aime quand je vois de la collégialité, peu importe la formation politique. Ce qui est drôle, c'est qu'on parlait d'un bon projet de loi déposé par le ministre concernant la loi électorale, mais je vois aussi de la collégialité entre les collègues quand ça touche un membre, et vous avez eu le bon réflexe, Monsieur le Président. Je reviens à ce projet de loi. Il y a des éléments que j'ai mentionnés hier, mais je vais me permettre quand même à cette étape-ci de l'adoption finale de les mentionner. Premièrement, le processus qui a mené à l'adoption de ce projet de loi, un travail transpartisan, un travail où l'ensemble des partis politiques étaient impliqués. Je tiens à le dire. Pourquoi? Parce que, vous savez, Monsieur le Président, et j'ai aimé les propos du ministre, la démocratie, on est tous responsable de veiller, de la nourrir, de l'entretenir. Quand je vois ce qui se passe ailleurs dans le monde, je me dis, on est chanceux. On est chanceux de vivre dans un État démocratique. Le Québec est un État fédéré, parmi les rares au monde. Et vous savez, c'est un projet de loi extrêmement important. Ce n'est pas un projet de loi qui fait beaucoup de manchettes, mais tant mieux, parce que ça va bien. Il y avait un travail de fond qui a été fait. Mais permettez-moi, avant d'aller dans le fond de ce projet de loi, mais parler du processus démocratique et la démocratie. Vous savez, Monsieur le Président, il y a des endroits dans le monde où ce débat n'existe pas. Changer une loi électorale, c'est la loi du plus fort, que ce soit par la force militaire ou par la force du parti unique. Nous, au Québec, nous sommes chanceux d'avoir un débat sain, parce qu'au bout de la ligne, vous, Monsieur le Président, et l'ensemble des parlementaires, nous sommes tous motivés par la chose publique, mais aussi pour la sauvegarde de notre démocratie. Et ça, je tiens à le saluer, parce que quel beau exemple qu'on peut travailler ensemble dans un cadre bien rigide. C'est le directeur général des élections du Québec qui, en amont, a travaillé avec l'ensemble des partis politiques, a fait beaucoup de réunions pendant minimum 2-3 ans avec des comités techniques où j'étais invité de temps en temps, rendu à certaines étapes. On était bien équipés, bien épaulés. Et par la suite, le processus, une fois il est terminé, le processus technique
des recommandations, faciliter le processus électoral, encourager plus d'agilité dans le processus électoral pour encourager que les citoyens puissent voter. Vous savez, Monsieur le Président, on peut critiquer certains aspects, mais sur le fond, la manière avec laquelle ce processus a été mené, je tiens à la saluer. C'est sain pour notre démocratie et c'est la seule chose à faire, surtout quand on veut amender une loi électorale. La loi électorale ne doit pas être amendée par la force, peu importe cette force d'un parti politique ou par une autre voix qui n'est pas la voix du peuple. Mais somme toute, nous sommes très heureux qu'au Québec, nous avons ce genre de forum. Un forum où le directeur général des élections joue son rôle, l'ensemble des partis joue son rôle. Et vous savez, c'est ça la vie. On peut être d'accord sur l'ensemble des points, comme on ne peut ne pas en être d'accord. Mais ce que j'ai aimé dans ce processus, Monsieur le Président, c'est le cheminement de l'adoption de ce projet de loi. Les discussions en amont, les échanges avec l'équipe du ministre, la disponibilité de ses équipes, la disponibilité des gens qui ont travaillé avec lui, les réunions en amont ont facilité la tâche de l'ensemble des formations politiques et même m'ont aidé à cheminer le projet de loi à l'intérieur de notre caucus, tout en respectant nos procédures parlementaires, Monsieur le Président. Je vais revenir maintenant sur le fond. Maintenant, c'est ce qui touche le processus qui, je tiens à le saluer. Mais par rapport à la modification et la modernisation, le ministre l'a bien utilisé. 3 points. La désinformation. Dans un processus démocratique, la désinformation est un fléau de plus en plus présent. Et je suis content que dans le cadre de notre projet de loi électorale, le législateur s'attaque à la désinformation. Il est maintenant, les gens, avant d'être candidats à la prochaine élection, doivent faire attention par rapport à leur CV, par rapport à ce qu'ils véhiculent en termes d'expérience professionnelle, par rapport à ce qu'ils véhiculent en termes d'études. Mentir au niveau des études ou au niveau de l'expérience professionnelle, ce n'est plus tolérable. J'espère que le message sera reçu par l'ensemble des futurs candidats à la prochaine élection. La même chose, ceux et celles qui veulent mener des campagnes d'ingérence dans notre processus électoral, le législateur se donne une sorte de bouclier anti-ingérence. Et ça, c'est très bien. Ça, c'est très bien, Monsieur le Président, et il faut le saluer. Un autre point qui est extrêmement important. Vous savez, Monsieur le Président, dans une société libre et démocratique, mener des campagnes contre le gouvernement ou contre un parti politique, les gens peuvent. Mais le législateur, avec cette loi, veut que les gens puissent le savoir. Donc, l'avis d'intention et la pré-campagne électorale, la campagne préélectorale, commence à partir du mois de janvier. Donc, le message est envoyé à tous ceux et celles qui veulent mener des campagnes. Il faut suivre les règles que le législateur s'est données, à savoir des avis d'intention, qu'il contacte le directeur général des élections, et ça va être connu par le public. On n'est pas contre la liberté d'expression. Vous voulez mener une campagne, vous voulez utiliser l'argent de vos membres, vous voulez mener une campagne contre un groupe, contre un parti politique, vous avez le droit. Mais il faut suivre des règles, il faut le mentionner. Comme ça, le public va savoir tel groupe utilise l'argent des membres ou des contributions pour mener une campagne contre le gouvernement ou contre un parti politique. Et ça, Monsieur le Président, pour moi, c'est excellent, c'est extrêmement important pour le respect de notre démocratie. Le citoyen, peu importe son niveau, ses orientations politiques, il va savoir qui mène ses campagnes, dans quel but et quelles dépenses à engager et combien ça a coûté. Et donc, pour nous, Monsieur le Président, nous saluons le processus. Et moi, je l'ai mentionné à plusieurs reprises. Vous savez, ça fait 7 ans que je suis député et on parle beaucoup de réformes parlementaires. J'ai tellement aimé et apprécié la façon avec laquelle Monsieur le ministre des institutions démocratiques a mené ce processus. Et je le dis haut et fort parce qu'on a des leçons à tirer de tout cela. En tant que législateur, et on voit qu'il y a des défis pour l'ensemble des partis politiques de recruter des jeunes pour concilier à la conciliation travail-famille, de bien faire son travail, moi je pense qu'il y a des leçons à tirer de tout cela. Ce n'est pas tous les projets de loi qui sont problématiques. Chacun de nous a des valeurs, peu importe la valeur qu'on défend. Chaque parti a ses convictions, mais au bout de la ligne, je salue l'ensemble des parlementaires parce qu'au centre,
ce que je vois, c'est l'intérêt des citoyens. Et je pense qu'on a beaucoup d'apprentissage de ce processus qui a été mené. Premièrement, ça a été la première fois pour moi où je l'ai vu de cette façon. Je suis leader, ça fait 3 ans. Je suis parlementaire, ça fait 7 ans. J'ai tellement aimé le travail en amont. Vous savez, ça brise beaucoup de choses non dites sur la collégialité entre les collègues, peu importe les personnes. Ce qu'on avait à l'intérieur, c'est la sauvegarde de la démocratie. Ce qu'on avait à l'intérieur qui motivait l'ensemble des collègues, c'est comment avoir le meilleur processus électoral. Nous étions tous d'accord sur l'ingérence. Ce n'est pas une idée du Parti libéral uniquement. On était tous d'accord sur la désinformation. C'est un fléau qui risque d'affecter notre démocratie et ce n'est pas bon pour personne. Mais au-delà des fondements, l'essence même du projet de loi, ce que je salue aujourd'hui, c'est que nous étions capables en tant que parlementaires de mener un processus transpartisan avec l'implication des partis, avec la rédaction de plusieurs recommandations. Ces recommandations ont été par la suite exposées à l'ensemble des caucus. Et nous étions capables d'arriver à une entente. Nous étions capables d'avoir la meilleure proposition pour notre démocratie. Et ça, au fond même de la façon avec laquelle on gère les travaux au Parlement, c'est un beau message qu'au-delà des divergences, il y a des choses extrêmement importantes pour l'ensemble des élus. Je ne parle pas uniquement au nom du leader de l'opposition officielle. Pour l'ensemble des élus, c'est ça qui les motive chaque jour pour se lever et venir au Parlement. Et ça, il faut le garder. Et j'espère que le jour où on va commencer à parler d'une réforme parlementaire, il y a matière à voir des projets de loi où l'ensemble des collègues, peu importe, ministres, adjoints parlementaires, collègues des oppositions, à avoir ce genre de forum qui risque d'avoir plus d'impact politique et impact pour la société. Monsieur le Président, je vais terminer. Ça a été un processus extrêmement important, beaucoup d'apprentissage. On se donne les moyens et on donne les moyens à une institution indépendante qui s'appelle le directeur général des élections du Québec pour bien mener la prochaine campagne électorale. Et c'est avec grand plaisir, Monsieur le Président, que notre formation politique va voter pour ce projet de loi. Merci, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le leader de l'opposition officielle. Et je reconnais maintenant Monsieur le député de Laurier-Dorion. Merci, Monsieur le Président. Donc, nous sommes rendus à l'étape finale de l'adoption du projet de loi 98, loi modifiant la loi électorale principalement afin de préserver l'intégrité du processus électoral. Vous le savez, Monsieur le Président, ça a déjà été souligné, ces projets de loi et les résultats d'un long processus de discussion mené par et encadré par le directeur général des élections qui a réuni l'ensemble des partis politiques présents ici à l'Assemblée nationale afin de revoir la loi électorale loi électorale qui constitue l'épine dorsale de notre démocratie à laquelle nous tenons tant. Donc, moi aussi, je salue, comme mes collègues, ces processus-là de discussion, de concertation, afin d'arriver avec un projet relativement consensuel ici à l'Assemblée nationale, parce que justement, la loi électorale étant l'épine dorsale, je réitère, de notre démocratie, elle est excessivement, impérativement essentiel que toute réforme, tout changement à cette loi électorale puisse s'appuyer sur un processus de concertation et sur un consensus partagé par l'ensemble des formations politiques. Et heureusement que nous vivons dans une démocratie de cet ordre-là, parce que nous avons dans l'histoire, et on le voit dans d'autres régimes politiques à travers le monde, des tentatives de certains partis au pouvoir d'imposer par la force une loi électorale qui souvent va les avantager. Et nous avons évité cet écueil-là justement par cette discussion menée entre partis politiques sous l'égide du directeur général des élections. C'est tout à l'honneur de la démocratie québécoise, de nos institutions et aussi
faut le dire, à l'honneur des parlementaires ici présents à l'Assemblée nationale du Québec. Vous le savez, souvent, lorsqu'on voit l'Assemblée nationale, on voit les débats politiques, on voit les débats contradictoires, les conflits, les oppositions. Des fois, les esprits s'échauffent un tantinet, mais nous sommes aussi capables, lorsque cela l'exige, de discuter calmement pour l'amélioration de notre démocratie. Et encore une fois, c'est tout à l'honneur des parlementaires présents ici à l'Assemblée nationale. J'aimerais souligner quelques éléments qui retiennent mon attention dans ces processus-là. Tout d'abord, premier élément qui nous concerne, nous, très spécifiquement, ma formation politique, parce que les discussions ont abouti à la reconnaissance d'une particularité que nous, ma formation politique, Québec solidaire, on a, c'est la reconnaissance de notre mode de fonctionnement interne et qui n'a pas en tant que tel des chefs comme la plupart des autres partis politiques, mais nous avons plutôt deux coporte-parole, un homme et une femme. Cette mode de procédure-là n'était pas reconnu, n'était pas contemplé dans la loi électorale en termes de reconnaissance, par exemple, des dépenses faites pour une course au poste de porte-parole, soit masculin ou féminin dans notre parti politique. Les discussions ont amené à la reconnaissance et à l'inclusion dans la loi 98 de ces modes de fonctionnement et j'en suis très heureux. Enfin, les institutions québécoises reconnaissent la particularité que nous avons toujours, les systèmes que nous avons à l'intérieur duquel nous avons toujours fonctionné et cela me réjouit parce que c'est la reconnaissance de la pluralité des fonctionnements politiques à travers le Québec. Il n'y en a pas juste un mode de fonctionnement. Il peut en avoir deux ou peut-être plusieurs et la loi électorale vient reconnaître cet état des faits. Et un deuxième élément que je souligne, Monsieur le Président, et je reviendrai plus en détail, il y a certaines mesures pour pénaliser la désinformation et augmenter le niveau de transparence des dépenses, des dépenses dites préélectorales, en fait, faites par des tiers. Et nous savons que la question de la transparence devient de plus en plus importante dans un monde où les moyens technologiques permettent un niveau de désinformation très élevé. On l'a vu se produire couramment dans des démocraties que nous croyons immunisées au phénomène de la désinformation, mais c'est un mal qui peut aussi nous affecter, nous aussi, et il y a des dispositions qui, sans être parfaites, j'en conviens, mais visent à, un, reconnaître cette problématique-là, et deux, à tenter de rendre le processus tenter d'éviter la désinformation et obliger les tiers qui interviennent dans une campagne, surtout dans une période préélectorale, à être plus transparent. Parce que c'est important, la transparence, ça a été souligné par mes collègues. C'est important de savoir qui donne une opinion, qui essaye d'influencer un processus électoral ou un processus préélectoral pour être conforme au texte législatif que nous allons adopter sous peu. Mais, nous voulons savoir qui sont les groupes ou les personnes derrière ces opinions-là, ces campagnes-là, en faveur ou qui défavorisent un parti politique en particulier, et combien d'argent a été investi dans ces campagnes d'information. Évidemment, la proposition, et je reviendrai, n'est pas exempte des problèmes qui peuvent surgir, mais c'est au moins une tentative sérieuse d'approfondir la transparence
transparence de notre système électoral. Évidemment, en troisième lieu, il y a des aspects plus techniques qui ont été abordés par les projets de loi. Je ne ferai pas la liste de tous les éléments, il y en a plusieurs. Vous le savez, Monsieur le Président, autant que moi, qu'un processus électoral peut être très, très technique aussi, et les virgules comptent, et on travaille avec... C'est un processus qui implique énormément de gens, non seulement à l'institution qui est le directeur général des élections, mais aussi dans tous les partis politiques, et nous ne sommes pas tous et toutes expertes en loi électorale, mais c'est une loi qui comporte beaucoup de subtilités. Mais il y a une tentative, il y a des modernisations des moyens mis à la disposition du directeur général des élections, par exemple par l'embauche d'adjoints pour les bureaux de vote, ce qui va faciliter grandement les processus électoraux. Et aussi, il y a des différentes dispositions qui vont faciliter l'exercice du droit de vote pour tout plein de gens qui tombent, comme on dit en bon québécois, là, dans les cracks entre les cracks du plancher, et qui, pour différentes raisons, ont de la difficulté à apparaître sur les listes électorales, parce que des cas d'espèce, il peut y en avoir des milliers, et cette loi-là facilite l'exercice du droit de vote, parce que au fond, c'est cela l'objectif du processus électoral, c'est de s'assurer que le plus grand nombre puissent exercer, puissent déposer un bulletin de vote dans une urne et participer ainsi à l'élection du gouvernement qui va gouverner normalement pendant 4 ans. Donc, c'est un processus qui, en général, a été rondement mené, qui a duré quand même, qui a duré un certain temps. Nous avons pris le temps d'en discuter entre les différents parlementaires et aussi entre les différentes formations politiques. Évidemment, nous aurions aimé que certains autres éléments qui nous paraissent très importants soient abordés aussi, comme la question sur corriger certaines distorsions de notre système électoral par l'adoption d'un système électoral faisant de la place à un système proportionnel mixte afin de corriger les distorsions qui peuvent se produire dans notre système électoral. Bon, mais c'est comme on dit, ça va être ce n'est que partie remise. C'est une revendication qui est portée par beaucoup de gens et différents mouvements à travers le Québec. Ça ne va pas disparaître de sitôt, mais donnons-nous le temps d'en discuter, mais on va sûrement aborder encore une fois la question de l'effet d'instaurer un système proportionnel mixte au niveau électoral. Je parlais tantôt que la question de la transparence est très louable, nécessaire même, mais s'il y a eu un aspect qui a suscité quand même un certain niveau de débat, surtout avec des organismes de la société civile, c'est la question de justement les modalités régissant ces devoirs de transparence dans la période préélectorale qui commence le 1er janvier de l'année électorale. Et plusieurs organisations, des organisations environnementales et syndicales et aussi des organisations de la société civile comme l'Institut du Nouveau Monde sont venus signaler des problématiques qui peuvent surgir avec ces nouvelles dispositions, surtout en termes de plusieurs personnes, plusieurs organisations ont souligné la disproportion des exigences mises pour les partis politiques qui doivent déclarer en période électorale à partir du 1er juillet de l'année électorale, alors que les organisations civiles doivent commencer à déclarer leurs dépenses préélectorales à partir du 1er janvier, soit 6 mois à l'avance. Les organisations se demandaient pourquoi aussi longtemps pour les organisations civiles. D'autre part, évidemment, c'est l'obligation de divulgation des informations concernant le financement des campagnes en vue de favoriser ou défavoriser un parti politique comporte un certain niveau
de paperasses, il faut remplir des rapports, etc. Et certaines organisations ont les moyens de le faire, mais certaines autres qui sont plus petites, qui comptent, qui n'ont pas les moyens en termes de ressources humaines, comme d'autres organisations, ça va être beaucoup plus compliqué de participer au processus électoral. Parce que, soyons clairs, Monsieur le Président, il ne s'agit pas ici de museler, d'empêcher la liberté d'expression, c'est seulement d'assurer la transparence. Et c'est important d'insister sur ce point-là afin de savoir que la population sache qui, encore une fois, je réitère ce fait-là, qui produit de la publicité électorale et à hauteur de combien d'argent. J'ai écouté les ministres nous parler aussi d'ingérence étrangère. Évidemment, nous sommes tous préoccupés par la possibilité, l'éventualité d'une ingérence étrangère, mais ce projet de loi ne possède aucune disposition concernant l'ingérence étrangère parce que c'est très compliqué de légiférer sur une action, une publicité, une ingérence étrangère qui, par sa définition même, elle se situe à l'étranger. Donc, c'est un aspect qui reste à être étudié davantage et à voir peut-être en concertation avec d'autres pays, comment on peut limiter les effets de la possibilité de l'ingérence étrangère. Donc, pour résumer, c'est un projet de loi qui a été le fruit d'une longue concertation, d'un consensus entre les différents partis politiques présents à l'Assemblée nationale. Il comporte des avancées importantes. Il améliore notre système électoral. Il améliore la transparence de notre système électoral. Il lutte contre la désinformation qui fait si mal à notre processus électoral. Et pour cette raison, ma formation politique va appuyer et voter pour les projets de loi 98. Merci, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le député de Laurier-Dorion. Est-ce qu'il y a d'autres interventions? S'il n'y a pas d'autres interventions, le projet de loi numéro 98, loi modifiant la loi électorale principalement afin de préserver l'intégrité du processus électoral, est-il adopté? Adopté. Monsieur le leader adjoint du gouvernement. Oui, merci beaucoup, Monsieur le Président. Je vous demanderai de bien vouloir ajourner nos travaux à demain, 9h40. Cette motion est-elle adoptée? En conséquence, nous ajournons nos travaux au vendredi 30 mai 2025 à 9h40.